Le masque d'or, le visage le plus reconnaissable de toute l'histoire antique. Pendant un siècle, depuis que Howard Carter a contemplé pour la première fois cette chambre scellée et prononcé ces deux mots, le monde a cru comprendre Toutankhamon, le jeune roi tragique, le pharaon oublié, l'icône malgré lui. Il n'en était rien. Les débats sur sa véritable identité, ses origines et l'apparence de sa famille n'ont jamais été résolus par l'archéologie. Ils ont été mis de côté. Puis l'ADN est arrivé. Ce qu'il a révélé à l'intérieur des momies de la 18e dynastie n'a pas confirmé l'histoire communément admise. Il l'a démantelée. La biologie de la famille de Toutankhamon a révélé une piste inattendue, a établi des liens insoupçonnés et a soulevé des questions auxquelles les artefacts seuls n'auraient jamais pu répondre. Le jeune roi oublié de l'histoire s'est avéré bien plus étrange et bien plus important que ne le laissait présager le masque d'or. Toutankhamon n'est pas devenu célèbre pour ses exploits, mais pour ce qui lui a été transmis. 9 ans de règne, mort à 19 ans, son nom effacé de tous les monuments accessibles à ses successeurs. Selon les critères habituels de réussite des Férins, il était un personnage mineur. Ce qui l'éleva, ce fut la chambre scellée, le trésor intact et le masque d'or. Ce que le masque dissimulait était considérablement plus intéressant que ce qu'il montrait. Pour comprendre ce que l'ADN a finalement révélé, il faut d'abord comprendre la famille dont il est issu. La 18e dynastie n'était pas une lignée royale typique. Il s'agissait d'un système plus proche du système génétique clos, une lignée qui se repliait sur elle-même de génération en génération, de façon délibérée. Les Égyptiens parlaient de maintien de la lignée divine. La biologie allait finalement en donner une description différente. Le grand-père de Toutankhamon était Amenhotep III, l'un des pharaons les plus puissants qu'ait connu l'Égypte. Sa grand-mère était la reine Tier, une femme d'une influence extraordinaire dont la momie a été conservée intacte et dont le visage a alimenté les débats des égyptologues pendant des décennies. Les parents de Tia étaient Yuya et Tuya, un noble et son épouse, dont le tombeau fut découvert en 195 et dont l'état de conservation était si remarquable que les archéologues qui l'ouvrirent furent presque sous le choc. Les cheveux de Yuya étaient blonds, presque jaunes. Ses traits étaient fins et marqués, son nez proéminent et droit. Son épouse Tuya était elle aussi remarquablement bien conservée. Ils ne correspondaient pas à l'image que des représentations populaires des anciens Égyptiens véhiculées par un siècle d'histoire. Personne ne parvenait à s'accorder sur la signification de cette ressemblance. Le débat dura des décennies et engendra bien plus de passion que de compréhension. Leur petit-fils Akhenaton hérita du trône d'un Menhotep et entreprit un acte inédit pour un pharaon avant comme après lui. Il abolit le système religieux égyptien traditionnel, le remplaça par le culte monothéiste du disque solaire Aton, construisit une toute nouvelle capitale dans le désert, changea son propre nom et entraîna la civilisation la plus puissante de la Terre dans une révolution religieuse dont il faudrait des générations pour se défaire. Il eut au moins 6 filles avec sa grande épouse royale, Néfertiti. Il eut également au moins un enfant d'une autre femme, Tutankhamun. L'identité de la mère de Toutankhamon fut l'une des questions les plus controversées de l'égyptologie pendant la majeure partie du XXe siècle. Les hypothèses furent tour à tour débattues, écartées, réaffirmées, puis à nouveau débattues. Les momies avaient été découvertes, mais les archives historiques restaient incomplètes. Sans données biologiques, la question restait sans réponse claire. Ce qui était incontestable, en revanche, c'était la réalité physique de Toutankhamon lui-même. L'examen de sa momie révéla une histoire que le masque d'or avait été soigneusement conçu pour dissimuler. Il avait un pied-botte à la jambe gauche. Plus de 130 cannes furent découvertes parmi les objets de son tombeau, un nombre si important qu'on avait toujours considéré cela comme un simple symbole cérémoniel, jusqu'à ce que les preuves médicales rendent cette explication difficile à soutenir. Ses os portaient les traces de multiples maladies. Son corps portait les marques physiques d'une constitution affaiblie avant même qu'il n'ait l'âge de régner. La consanguinité au sein de la 18e dynastie n'était pas un hasard. C'était une politique délibérée. Les pharaons épousaient leurs sœurs,
leurs demi-sœurs, leurs filles. Dans certains cas, la lignée divine était considérée comme trop sacrée pour être diluée par des ancêtres extérieurs. L'idéologie était cohérente. Les conséquences biologiques, elles, ne l'étaient pas. À chaque génération qui se mariait au sein de la famille proche, la diversité génétique disponible pour la suivante s'en trouvait réduite. Les vulnérabilités physiques s'accumulaient. À la naissance de Toutankhamun, la lignée royale avait tellement cultivé sa propre fragilité que les dommages étaient inscrits dans son squelette. Il accéda au trône à 10 ans et mourut à 19 ans. Ses 2 filles étaient mort-nées. La dynastie qui avait dominé l'Égypte pendant 1 siècle et demi s'éteignit avec lui, non pas à cause d'une défaite militaire ou d'un renversement politique, mais d'une cause plus insidieuse et plus profonde, l'extinction de la lignée. Ce que personne n'avait encore établi, c'était l'origine de cette lignée. Les momies soulevaient la question. Les artefacts ne pouvaient y répondre. Il fallait donc quelque chose que les empereurs de la 18e dynastie avaient préservé sans le savoir. L'ADN. Les momies n'avaient pas besoin d'ADN pour susciter la controverse. Elles l'ont parfaitement alimenté par elles-mêmes pendant près d'1 siècle. Les preuves matérielles ont toujours été difficiles à ignorer. Les cheveux blonds de Yuya, les traits fins et marqués de la lignée royale, les reconstructions faciales de Toutankhamon lui-même, réalisées à partir de données de tomodensitométrie au début des années 2000, qui montraient un jeune homme dont l'apparence avait provoqué le même silence gêné que celui qu'avaient suscité les momies originales chez les archéologues qui les avaient déballées pour la première fois. Ce silence n'était pas scientifique, il était politique et il dura longtemps. Le débat sur les origines ethniques et géographiques de la 18e dynastie ne fut jamais un simple désaccord académique. C'était bruyant, c'était récurrent, et cela se faisait presque entièrement en fonction de ce que les gens pouvaient voir et de ce qu'ils voulaient voir, ce qui est différent. D'un côté, on mettait en avant les preuves visuelles que représentaient les momies et l'art rupestre. De l'autre, on invoquait la géographie de l'Égypte, et on affirmait que les conclusions tirées étaient influencées par des facteurs autres que la recherche scientifique. Les 2 camps avaient en partie raison, et aucun n'avait accès à la seule preuve qui aurait pu trancher le débat, la biologie. Pendant des décennies, elle n'a tout simplement pas été vérifiée. Cela a changé par étapes. Le premier changement significatif n'est pas venu directement des momies royales, mais d'une étude plus vaste des vestiges de l'Égypte antique qui a complètement bouleversé la question. L'étude de 2017, publiée dans Nature Communications et menée par des chercheurs de l'Institut Max Planck, a extrait et analysé l'ADN de 90 mm de restes provenant d'un site au sud du Caire, couvrant un 400 ans d'histoire égyptienne. Les résultats ont été immédiats et frappants. Les anciens Égyptiens étudiés ne partageaient quasiment aucun ADN avec les populations subsahariennes modernes. La distance génétique était considérable et constante dans l'ensemble des données. Leurs plus proches parents étaient d'anciens agriculteurs du Levant, la région qui comprend l'Égypte actuelle. Israël et la Jordanie, ainsi que les anciennes populations anatoliennes et les Européens néolithiques, possèdent des ancêtres africains subsahariens. Les Égyptiens modernes, en revanche, ont environ 8% d'ascendance africaine subsaharienne de plus que les anciennes momies. La composition génétique de la population égyptienne a subi une transformation au cours du Moyen Âge. La population ancienne et la population actuelle ne sont pas identiques. Cette découverte n'est pas un phénomène isolé. La même année, une étude distincte a cartographié les génomes d'individus exhumés d'un complexe funéraire du nord d'Israël datant du Chalolithique, l'âge du cuivre qui se situe entre l'âge de pierre et l'âge du bronze. Cette population présentait une combinaison génétique spécifique d'ascendance lévantine, anatolienne et iranienne, absente des populations antérieures de la même région. Elle portait également une autre caractéristique inattendue. Des marqueurs génétiques associés à une pigmentation claire, une peau pâle et des yeux bleus ont été découverts dans des restes squelettiques provenant d'une région généralement peu associée à ces caractéristiques dans l'imaginaire collectif. Cette population s'est dispersée. Son empreinte génétique a évolué. Elle a contribué à l'ascendance des populations d'une vaste région durant une période de migrations humaines importantes au Proche-Orient ancien.
Le lien avec l'Égypte antique, mis en évidence par la comparaison des données de la momie avec les connaissances sur les mouvements de population du Chalcolithique, n'était pas fortuit, il était structurel. Appliqué à la XVIIIe dynastie, les implications étaient considérables. Si la population égyptienne du Nouvel Empire possédait une ascendance lévito-anatolienne et levantine comme principal substrat génétique, la famille royale qui la gouvernait possédait très certainement le même patrimoine ancestral, concentré et renforcé par des générations de mariages au sein d'un cercle génétique fermé. Les caractéristiques qui avaient alimenté un siècle de débats n'étaient pas des anomalies. Elles étaient l'expression visible d'une ascendance que les données A, D et N plus complètes situaient désormais dans l'ancien Proche-Orient. Les momies le suggéraient depuis un siècle. L'archéologie l'avait exploré sans jamais le confirmer. Les données ADN anciennes plus complètes ont établi le cadre. Il restait à appliquer la génétique directement à la famille royale elle-même, à extraire l'ADN des momies d'Akhenaton, de Toutankhamon et des femmes enterrées à leur côté et à déchiffrer ce que la biologie révélait réellement. Lorsque ce travail fut enfin achevé, les réponses qu'il apporta ne correspondaient pas à ce que le débat avait préparé à attendre. Elles étaient plus spécifiques, plus lourdes de conséquences et, à plusieurs égards importants, considérablement plus troublantes. L'étude qui a tout changé a été publiée dans le Journal of the American Medical Association en février 2010. Le chercheur principal était Zahi Hawass, alors secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités égyptiennes. L'équipe a consacré 2 ans à extraire et analyser l'ADN de 11 momies royales du Nouvel Empire, en recoupant les données génétiques avec les résultats de la tomodensitométrie, les analyses radiologiques et les documents historiques. Il s'agissait de l'étude scientifique la plus exhaustive jamais réalisée sur la famille royale de la XVIIIe dynastie. Les résultats ont bouleversé un siècle de débats archéologiques. La première et la plus importante découverte fut la confirmation de la filiation de Toutankhamon. La momie connue sous le nom de cave F5, exhumée d'une petite tombe de la vallée des rois en 1977 et dont l'identité avait fait l'objet de nombreuses controverses, fut authentifiée comme étant celle d'un Kéniton. Les données génétiques ont établi un lien de filiation directe entre KV55 et Toutankhamon. Le débat concernant l'appartenance de KV55 à Akhenaton, Sménar ou un autre parent masculin de la lignée royale fut enfin clos. Il s'agissait bien d'Akhénaton. Le père de Toutankhamon a été retrouvé, identifié et son identité confirmée par des analyses biologiques plutôt que par des inscriptions. L'identité de sa mère a été confirmée avec la même clarté. Il s'agissait de la momie connue sous le nom de Jeune Dame, découverte dans une fosse commune de la tombe Kp35. Elle n'était pas Néfertiti. Elle était la fille d'Aman-Ototype III et de la reine Ta, ce qui faisait d'elle la sœur germaine de Khénaton. Les parents de Toutankhamon étaient frères et sœurs. Ni demi-frères et sœurs, ni cousins éloignés liés par les définitions floues de la parenté royale que les égyptologues ont parfois utilisées pour nuancer le tableau. Il s'agissait de frères et sœurs germains. Le coefficient de consanguinité ainsi obtenu était parmi les plus élevés jamais documentés dans une lignée royale historique. Cette découverte a eu des répercussions sur tous les autres résultats de l'étude. Les tomodensitométries ont révélé que Toutankhamon présentait simultanément plusieurs affections concomitantes. Une nécrose osseuse au pied gauche, compatible avec une maladie du col, une affection qui interrompt l'apport sanguin aux os et provoque une détérioration progressive, un pied de botte, une fente palatine, une scoliose. Le paludisme a été confirmé par la présence d'ADN de Plasmodium falciparum dans ses restes. La souche la plus dangereuse a été détectée non pas une seule fois, mais lors de plusieurs infections concomitantes, ce qui laisse supposer que son système immunitaire luttait contre la maladie depuis des années avant son décès. Chacune de ces affections aurait été invalidante. Ensemble, ils ont décrit un jeune homme dont le corps avait été fragilisé dès sa naissance par les conséquences génétiques des dérives autodestructrices perpétrées par sa dynastie depuis des générations. La cause de sa mort faisait débat depuis que l'équipe de Carter avait déballé la momie en 1925. La théorie du meurtre avait suscité une attention considérable,
principalement fondée sur un fragment d'os trouvé détaché à l'intérieur du crâne de Toutankhamun lors de l'examen en 1968. La théorie initiale avançait qu'il avait été frappé par derrière, assassiné par moi ou Orm, ou par une coalition de conspirateurs de la cour qui souhaitaient son élimination. L'étude ADN l'a infirmé. Le fragment d'os a très probablement été déplacé lors du bombardement ou par l'équipe de Carter elle-même lors du déballage. L'examen de la fracture, grâce aux techniques d'imagerie moderne, a révélé une fracture survenue au moment du décès, voire après. L'analyse de 2010 a conclu que la cause la plus probable du décès était une combinaison de facteurs. Une fracture de la jambe, possiblement due à une chute, une grave infection palustre et un état de santé tellement affaibli par des maladies accumulées que le corps n'avait plus les ressources nécessaires pour se rétablir. Néfertiti demeurait plus énigmatique. L'étude ADN a confirmé qu'elle était la mère des 6 filles d'Akhenaton mentionnées dans les archives historiques. Elle ne l'a cependant pas placée parmi les momies examinées, qu'elle ait été enterrée sous une autre identité, que sa tombe soit encore inconnue, ou qu'elle soit la momie connue sous le nom de Dame âgée et retrouvée dans le même butin que la Dame jeune. Les données de 2010 n'ont pas permis de répondre à ces questions. En revanche, elles ont permis de résoudre la question centrale à laquelle l'archéologie n'avait jamais pu apporter de réponse définitive. La famille de Tuden avait été identifiée, ses parents nommés, ses maladies répertoriées, sa mort expliquée. Le masque doré avait toujours affiché un visage d'une perfection sereine et intemporelle. L'ADN révélait tout autre chose. Un jeune homme malade depuis toujours, né en pleine crise génétique, dont la dynastie s'était construite pendant un siècle, et qui mourut avant d'avoir l'âge de pouvoir inverser le cours des choses. La 18e dynastie ne s'est pas effondrée brutalement, elle s'est épuisée d'elle-même. L'analyse ADN l'a révélé, confirmant ce que les archives historiques avaient toujours suggéré sans jamais le prouver formellement. Le coefficient de consanguinité calculé pour Toutankhamun à partir des données génétiques de 2010 n'était pas une valeur marginale, à la limite du seuil d'inquiétude statistique. Il était alarmant. Ses parents étaient un frère et sœur germains. Ce simple fait a eu des conséquences en cascade sur toutes les autres conclusions de l'étude. Lorsque 2 individus étroitement apparentés ont un enfant, la probabilité que celui-ci hérite de 2 copies identiques d'un même gène, y compris des variants défectueux ou récessifs, augmente considérablement. Plus les parents sont proches, plus cette probabilité est élevée. Frères et sœurs ont produit un coefficient qui plaçait Toutankhamun parmi les individus génétiquement les plus compromis jamais recensés dans une lignée royale historique. Son corps était le témoignage biologique de tout ce que sa dynastie avait investi dans la pureté de sa lignée. Le tombeau reflétait cela d'une manière toujours visible, mais jamais pleinement comprise. 30 canets de marche. Ce nombre avait été relevé, répertorié et, pour la plupart, expliqué comme ayant une fonction cérémonielle. Les pharaons portaient des crosses et des fléaux comme symbole de l'autorité royale. Les cannes faisaient une partie intégrante du vocabulaire visuel de la royauté égyptienne. Cette explication a toujours existé, mais elle a toujours été incomplète. Les données du scanner et les analyses génétiques combinées l'ont rendu caduque. Toutankhamon avait besoin de ces cannes. La maladie osseuse de son pied gauche, le pied botte, la détérioration de sa structure osseuse révélée par l'imagerie, décrivait un jeune homme pour qui marcher sans aide était véritablement difficile. Parmi les 5 objets placés dans ce tombeau, 30 étaient destinés à l'aider à se tenir debout. Il ne s'agit pas d'une simple cérémonie. Il s'agit d'une histoire médicale inscrite dans le bois et l'ivoire. La même logique s'appliquait aux médicaments. Du mil et divers composés botaniques ont été découverts dans le tombeau, correspondant aux traitements administrés pour les affections identifiées par l'analyse ADN et l'imagerie. Le tombeau n'était pas simplement un trésor royal destiné à l'au-delà. Son interprétation était juste. Il témoignait de la santé fragile et chronique d'un jeune homme, malgré sa courte vie. Les 2 filles mort-nées complétaient le tableau, et Khassenamun était la demi-sœur de Toutankhamon, elle aussi issue du cercle dynastique fermé d'Akhenaton. Ces grossesses échouèrent à 2 reprises.
Les restes fœtaux découverts dans de petits cercueils emboîtés à l'intérieur du tombeau furent examinés par tomodensitométrie et révélèrent des anomalies squelettiques compatibles avec les pressions génétiques mises en évidence par les données familiales plus larges. L'obsession de la dynastie pour la pureté de la lignée avait atteint un tel point qu'elle ne pouvait plus produire d'héritiers viables. La génération suivante n'a pas survécu jusqu'à sa naissance. Toutankhamun est décédé à 19 ans. Ce qui a suivi a été une séquence que les découvertes ADN ont entièrement remaniée. Ankhesenamun, dernière survivante de la famille proche d'Akhenaten, se retrouva sans successeur et sans autre choix, conformément à la tradition royale égyptienne. Sa lettre au roi hittite, Suppiluliuma Ier, était extraordinaire à tous égards. Une reine égyptienne régnante offrant le trône à un prince étranger plutôt que d'épouser un roturier égyptien. Le désespoir exprimé dans cette lettre n'était pas seulement personnel, il était dynastique. Elle savait ce qu'était devenue cette lignée. Il ne restait plus aucun parent pour poursuivre l'œuvre. Le prince Zenanza mourut en route pour l'Égypte. Les circonstances de sa mort demeurent obscures. Ankhesenamun épousa son grand-oncle, un homme qui avait servi 3 pharaons et qui comprenait parfaitement ce qu'impliquait cette opportunité. Elle disparaît aussitôt des archives historiques. J'ai régné pendant 4 ans. Puis Horemheb monta sur le trône et entreprit l'effacement systématique qui allait faire disparaître le nom de Tutankhamun pendant 30 ans. Cet effacement fut total. Noms effacés des monuments, projets de construction revendiqués, temples usurpés. La logique idéologique était simple. Dans la croyance égyptienne, effacer un nom revenait à éteindre l'esprit. Horeb ne se contentait pas de réécrire l'histoire. Il commettait, selon les préceptes de sa propre religion, une seconde mort. Ce qu'il ne pouvait effacer, c'était sa biologie. Le tombeau scellé l'a préservé. L'ADN a attendu. La dynastie qui avait orchestré sa propre extinction sur 5 générations a laissé sa trace la plus détaillée. Non pas dans les monuments qu'elle a érigés, ni dans les noms qu'elle a gravés, mais dans les ossements abîmés et rongés par la maladie d'un jeune homme de 19 ans, enterré dans un tombeau qui ne lui était pas destiné. L'histoire de l'ADN de Toutankhamon ne s'arrête pas à lui. C'est ce qui change toute la portée de ses découvertes. Face à des données génétiques concernant un personnage historique précis, on a souvent tendance à les traiter comme un élément de l'histoire, à les classer dans la catégorie Égypte, à mettre à jour le chapitre correspondant et à avancer avec une version légèrement modifiée de ce que l'on croyait déjà savoir. Or, cette approche est erronée, car le schéma auquel appartiennent les données de la 18e dynastie n'est pas régional. Il est global et se manifeste sur tous les continents où l'ADN ancien permet de remonter suffisamment loin dans le temps. Commençons par l'Égypte elle-même. L'étude de 2017 publiée dans Nature Communication a établi que la population égyptienne antique d'Abouzier el-Melk possédait des ancêtres principalement apparentés aux anciens agriculteurs de Levant, aux populations néolithiques anatoliennes et au patrimoine génétique plus large du Proche-Orient ancien. Leurs plus proches parents vivants ne sont pas des Égyptiens modernes. Les Égyptiens modernes possèdent environ 8% d'ascendance subsaharienne de plus que les momies antiques. Ce changement s'est produit durant la période médiévale, bien après les dynasties que représentaient les momies. La population antique et la population moderne sont génétiquement distinctes. Cette conclusion s'applique à l'ensemble de la population égyptienne. Appliquée à la famille royale de la 18e dynastie, elle revêt une importance accrue. La classe dirigeante du nouveau royaume puisait dans le même substrat ancestral que la population en général, le concentrant et le comprimant au fil des générations par le biais de mariages internes, jusqu'à ce que la diversité génétique disponible pour chaque nouvelle génération ne représente plus qu'une fraction de ce qu'elle était à la fondation de la dynastie. La calcification mise en évidence dans le complexe funéraire du nord d'Israël ajoute une nouvelle dimension à ce sujet. Cette combinaison génétique spécifique d'ascendance levantine, anatolienne et iranienne, cette population porteuse de marqueurs inattendus de pigmentation claire dans un contexte géographique qui a surpris les chercheurs qui les ont découverts, s'est dispersée à travers l'ancien Proche-Orient durant une période de migration humaine importante.
Elle a contribué au socle ancestral que les données plus générales sur les momies égyptiennes ont par la suite mis en évidence. Les caractéristiques qui ont suscité un siècle de débats houleux sur la 18e dynastie n'étaient pas des anomalies dues à un contact extérieur inexpliqué. Elles étaient l'expression visible d'un substrat ancestral ancien que l'ADN a désormais permis de retracer à travers la calcification jusqu'aux couches plus profondes de l'histoire des populations du Proche-Orient. Mais l'Égypte n'est pas un cas isolé. C'est le point sur lequel la révolution plus vaste de l'ADN ancien revient sans cesse. En 2016, le généticien Bastian Lamas a séquencé les génomes mitochondriaux de 92 momies et squelettes précolombiens découverts en Amérique du Sud et au Mexique. Ces restes dataient de 500 à 8600 ans. Son équipe a identifié 84 lignées maternelles distinctes, représentant toute la diversité génétique des Amériques anciennes avant l'arrivée des Européens. Aucune de ces lignées n'est présente chez l'être humain vivant aujourd'hui. 84 lignées distinctes, toutes éteintes. La diversité accumulée pendant des dizaines de milliers d'années n'a pas été réduite par le contact avec les Européens, elle a été effacée. Puis, en 2025, sont apparus les premiers génomes anciens séquencés en Colombie. Vintet 1 individus originaire de l'Altiplano de Bogota. 7 des plus âgés appartiennent à une population qui n'est répertoriée nulle part ailleurs. Leur ADN ne correspondait à aucun groupe ancien connu des Amériques, ni à aucune population moderne sur Terre. Il y a 2 ans, ils avaient complètement disparu, remplacés par un groupe génétiquement distinct. Un échange de population totale, sans descendance. L'Afrique du Nord a livré un récit similaire, à une échelle différente. 2 femmes, retrouvées dans un abri sous roche du sud-ouest de la Libye, mortes depuis 7 ans et conservées par un heureux hasard géologique, ont fait l'objet d'une analyse génomique complète, publiée dans Références manquantes. Cette analyse n'a révélé aucune ascendance subsaharienne. Ils appartiennent des populations ayant vécu des millénaires, cohérentes et culturellement distinctes, ont disparu sans laisser de traces génétiques chez leurs descendants. La 18e dynastie s'inscrit dans ce schéma. Une population génétiquement cohérente, isolée par l'idéologie plutôt que par la géographie, qui s'est éteinte en l'espace de 5 générations. La famille royale qui a bâti Karnak, Luxor et le temple d'Amarna n'a laissé aucune descendance biologique directe. La lignée que la dynastie a protégée pendant un siècle n'a pas survécu. L'ADN l'a confirmé. Le monde antique regorge de populations disparues. La famille de Toutankhamon est simplement l'une des rares dont la disparition a laissé suffisamment de traces pour être analysée. Orin avait compris une chose à laquelle la plupart des chefs militaires qui s'emparent du pouvoir ne pensent même pas. Tuer une personne ne suffit pas. Pour éliminer véritablement un rival, il faut anéantir son nom. Dans la théologie égyptienne, il ne s'agissait pas d'une métaphore. Le nom était une composante de l'âme. Le détruire, c'était faire disparaître la personne non seulement dans le présent, mais à travers le temps, dans le futur comme dans le passé. Orb aborda la tâche ardue de Toutankhamon avec la ferveur qu'exigeait sa conviction. La campagne fut systématique. Le nom de Toutankhamon fut effacé des murs des temples et remplacé par celui d'Horem-Heb. Les édifices commandés par Toutankhamon, la salle des colonnades de Luxor et l'avenue du Sphinx à Carnaval, furent attribués à Horem-Heb. Les étendards de restauration qu'il avait fait ériger à travers le pays furent également effacés. Les proclamations annonçant le retour des anciens dieux après la révolution religieuse d'Akhenaton furent réinscrites avec le char d'un autre pharaon. Ce travail ne fut pas achevé du jour au lendemain. Il fut mené méthodiquement sur un règne de 14 ans, un patiemment démantèlement administratif de l'existence d'un personnage dans les archives historiques. Il faillit réussir. Pendant 3 ans, cela a fonctionné presque parfaitement. Alexandre le Grand a conquis l'Égypte en 332 avant Jésus-Christ sans trouver le nom de Toutankhamon dans aucune inscription lisible. Jules César est arrivé 2 siècles plus tard et s'est tenu dans les mêmes temples où le nom avait été effacé.
L'expédition napoléonienne de 1798, qui marqua le premier véritable engagement scientifique européen avec l'Égypte antique, laissa une documentation détaillée des monuments à travers le pays, sans aucune mention significative du pharaon oublié. Les érudits qui accompagnaient de Napoléon découvrirent Ramsès. Ils découvrirent Thoutmôsis. Ils découvrirent les grands pharaons dont Hormheb avait omis les noms, car il ne représentait aucune menace pour sa légitimité. Toutankhamon n'était pas parmi eux. C'est la géologie qui le sauva. Un orage survenu dans la vallée des rois, moins d'un an après son inhumation, déposa un mètre de gravats sur l'entrée de son tombeau. 2 siècles après la mort de Toutankhamon, des ouvriers construisant des cabanes pour les équipes fouillant le tombeau de Ramsès VI posèrent leurs fondations directement au-dessus de cette entrée cachée, sans en connaître l'existence. Cette dissimulation fut accidentelle, totale et irréversible jusqu'au matin du 4 novembre 1922, lorsque l'équipe de Carter découvrit une simple marche taillée dans la roche. La chambre scellée conservait ce que la campagne d'Hormheb n'avait pu atteindre. Les objets, les momies, les restes biologiques dont l'analyse prendrait encore un siècle. La gomme visait le nom. Le corps était hors de portée. Les recherches scientifiques ayant permis de reconstituer les tissus biologiques sont loin d'être terminées. Il est essentiel de le préciser avant de tirer des conclusions. L'étude Jamba de 2010 était rigoureuse et ses principaux résultats se sont confirmés. Cependant, l'étude de 11 momies d'une même dynastie et d'une même période de l'histoire égyptienne ne constitue qu'un point de départ, et non une conclusion. L'Ancien Empire, la civilisation qui a érigé les pyramides de Gizeh, demeure presque entièrement inexplorée. La période prédynastique est génétiquement obscure. On ignore actuellement si la population qui a construit la Grande Pyramide possédait la même signature ancestrale que les momies du Nouvel Empire. Les bases de données utilisées pour comparer les séquences anciennes présentent elles-mêmes des lacunes. Des populations qui n'existent plus en tant que communautés distinctes pourraient avoir conservé des signatures génétiques dont l'intégration modifierait le tableau d'ensemble. L'absence de correspondance dans une base de données ne signifie pas l'absence de correspondance dans le monde réel. Ce qui est incontestable, ce sont les données qui l'ont établi. La filiation de Toutankhamon est confirmée. Le coût génétique de la politique de consanguinité de la dynastie est documenté. Les liens ancestraux que les momies laissaient entrevoir depuis un siècle ont été replacés dans un cadre plus large, fruit de la révolution de l'ADN ancien qui s'est développée sur plusieurs continents. Le jeune roi était réel, d'une manière que le masque d'or ne lui permettait pas d'être. Orm a effacé le nom de la pierre. Le tombeau a préservé la biologie. 3000 ans plus tard, la biologie s'est révélée être le témoignage le plus durable. La gomme a échoué non par résistance, mais parce que la chambre scellée contenait quelque chose d'inaccessible aux ciseaux. L'histoire qu'Hormheb tentait d'achever est celle qui, finalement, n'a pas de fin. Le masque d'or n'était jamais le bon endroit pour chercher. Le visage qu'il dissimulait, fragile, malade, génétiquement isolé, mort à 19 ans, était le fruit d'une dynastie qui avait orchestré sa propre extinction des générations avant sa naissance. L'ADN n'a pas diminué Toutankhamon. Il lui a donné une réalité que 3000 artefacts et un siècle d'égyptologie n'avaient jamais réussi à saisir. Il n'était pas un symbole, il était le dernier héritier viable d'une lignée qui s'était éteinte depuis un siècle. Né au cœur d'une révolution religieuse qu'il n'avait pas choisie, on lui a légué un trône sur lequel il pouvait à peine se tenir debout, et on l'a enterré dans un tombeau qui ne lui était pas destiné. Orm a tenté de l'effacer de l'histoire. La biologie s'y est opposée. Le jeune roi oublié du monde antique se révèle être porteur de réponses.